Bienvenue dans Politmag, à la une de cette émission, la censure sur les plateformes numériques, avec l'entrée en vigueur depuis le 25 août du DSA, le Digital Services Act. En effet, les géants du net doivent désormais répondre dans l'Union européenne d'obligations renforcées pour lutter contre les contenus dits illicites et se montrer plus transparents, sous peine de lourdes amendes en vertu d'une nouvelle législation sans équivalent dans le monde. Le DSA s'impose désormais aux 19 plus grands réseaux sociaux, places de marché, mais aussi moteurs de recherche, parmi lesquels Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X, ex-Twitter ou encore TikTok. Today, the Digital Services Act, the so-called DSA, becomes... Aujourd'hui, la loi sur les services numériques devient juridiquement applicable aux très grandes plateformes en ligne et aux moteurs de recherche. Ces plateformes systémiques jouent un rôle très important dans notre vie quotidienne. Et il est vraiment temps pour l'Europe, pour nous, de fixer nos propres règles. Le Digital Services Act est là pour protéger la liberté d'expression contre les décisions arbitraires et en même temps pour protéger nos citoyens et nos démocraties contre les contenus illégaux. Mes services et moi-même seront désormais très rigoureux pour vérifier que les plateformes systémiques se conforment au DSA. Si ce n'est pas le cas, nous enquêterons et nous les sanctionnerons. Nous rendrons l'environnement en ligne plus sûr pour tous les Européens. Je vous tiendrai au courant. We will make the online environment safer for everyone in Europe. I will keep you. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Abina. Bonjour Didier. Michel Fayad, vous êtes analyste politique et financier. Bonjour à vous. Bonjour. Alexis Poulain, vous êtes cofondateur du Monde Moderne. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Et enfin François Coq, vous êtes essayiste et analyste politique. Alors je commence avec vous, Alexis Poulain. Vous avez été très actif sur ce sujet de la censure sur les plateformes. Que faut-il penser de l'affirmation de Thierry Breton, qui a multiplié les interventions, notamment sur les réseaux sociaux? Plusieurs choses. Le Digital Services Act européen donne dans l'idée le fait que les Européens auraient encore quelque chose à dire sur la législation des plateformes et sur la mainmise finalement des États-Unis sur ce monde numérique privé, puisque les plateformes sont des espaces privés, non pas publics, et la façon dont ils sont régis. En réalité, si on regarde en détail, il y a quelques bonnes choses, notamment sur la publicité pour les mineurs, sur certaines transparences des règles de ces lutte plateformes. Contre la pédopornographie. Bien sûr, mais ça, qui sont déjà là, mais il y a des choses qui posent question, notamment en ce qui concerne les fake news, la propagande, enfin, où on sent une censure politique poindre le bout de son nez. Avec le pire, en fait, dans ce DSA, c'est de sous-traiter la censure à des acteurs privés. C'est-à-dire demander à ces plateformes de faire ce qui était autrefois du domaine du droit et du droit public. En l'occurrence, on avait la loi de 1881 sur la presse. Alors certes, la presse est un peu dépassée par ces plateformes, l'immédiateté du numérique, mais on demande maintenant une censure a priori par des plateformes sous peine d'amende, 6% du chiffre d'affaires. Donc on imagine bien que les plateformes vont se conformer et vont faire en sorte d'éviter l'amende, soit avec une censure algorithmique faite par des robots, des machines, avec des mots-clés, des choses comme ça, soit très rapide. Et le risque, évidemment, c'est de restreindre la liberté d'expression, mais on n'est pas à ça près. On est vraiment dans un moment orwellien où la censure devient finalement le prérequis de la liberté d'expression. C'est totalement l'inverse en réalité. Donc on est là. J'attends de voir, puisque ça fait quelques jours seulement que cette loi est entrée en vigueur, quelle va être la mise en pratique par les différentes plateformes, mais le risque, clairement, au-delà de tout ce qui est vendu par Thierry Breton, le commissaire européen, sur la sécurité des utilisateurs, etc., c'est celle d'une censure accrue et une censure politique faite par des acteurs privés américains. François Coq, effectivement, les Européens sont absents de ce monde numérique et n'ont même pas été capables d'aller au bout de la conception d'un moteur de recherche. Est-ce qu'il est raisonnable, d'abord, de légiférer et de confier cette censure a priori sur les contenus à ceux qui sont censés les héberger et les diffuser? Vous avez raison de dire qu'on a la sensation que l'Union européenne est toujours en train de courir
après le temps perdu finalement, et qu'elle essaie de réguler ce qu'elle peut en le faisant en situation d'extériorité. Et d'ailleurs, ça m'amène au constat qu'en réalité, il y a 3 dimensions sans doute dans ce DSA. Il y a effectivement ce que vient de mentionner Alexis Poulain, il y a des avancées qui sont notables et qui sont loin d'être inintéressantes en termes de protection des mineurs, pour la publicité, pour avoir ces données personnelles protégées, pour éviter d'être trop hameçonné sur des choses qui relèvent de l'intime pour chacun d'entre nous. Il y a des points positifs. Il y a ensuite tout un espace dont on se dit quand même que ce que vient de nous dire Monsieur Breton, c'est uniquement de l'incantation. C'est-à-dire qu'on se demande quand même, est-ce que les plateformes vont accepter de se mettre au carré, est-ce qu'elles vont accepter de livrer leurs algorithmes, ce qui sont des secrets industriels en réalité derrière, et on peut en douter. Et puis il y a le troisième aspect qui est peut-être le plus inquiétant, qui est celui effectivement de cette censure, de cette autocensure finalement que l'Union européenne voudrait imposer aux plateformes, qui pour se préserver effectivement pourrait être plus royaliste que le roi et pourrait restreindre les accès. Je rajoute un dernier aspect sur ce point, c'est qu'il y a la mise en place aussi d'acteurs étatiques de référence. Par exemple, en France, ce serait le site Pharos, pour lequel je n'ai rien contre celui-ci, qui peuvent aller signaler certains sites, certains tweets, certains messages, mais on peut se demander quelle utilisation étatique peut être faite dans ce cas-là de ces signalements. Est-ce que ces autorités dites indépendantes au sein des États nationaux ne sont pas en réalité sous la coupe d'un pouvoir qui pourrait les utiliser lui-même à des enjeux électoraux? Effectivement, Gamal Abina, où mettons le curseur et qui décide de la censure d'un contenu licite ou illicite, moral ou amoral? Bon, en termes de pédopornographie, on voit que c'est quand même assez simple, même si il y aurait beaucoup à dire, parce que depuis des années, ça a prospéré. En revanche, à quel moment un contenu devient illicite, illégal, immoral, trop politique, pas assez dans la doxa, sur tous les sujets d'ailleurs, hein, l'économie, la politique sanitaire, la liberté d'expression, les conflits dans le monde, la géopolitique. Qui décide en fait? Est-ce que c'est raisonnable de confier ça finalement aux algorithmes des diffuseurs et des hébergeurs? Comme a dit Alexis Poulain tout à l'heure plutôt, il y a des moments orwelliens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Big Brother is watching you, ça commence à se voir, ça se sent, ça légifère dans ce sens. C'est d'ailleurs une législation qu'on peut interroger. Moi, j'ai vu un film à l'époque que vous connaissez tous, qui est un film qui était quasiment d'anticipation sur du futur. Minority Report. Donc ça disait quoi ce film? Ça disait quelqu'un qu'on soupçonnait de peut-être pouvoir commettre une infraction devait être interpellé avant l'infraction. Là, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'on a mis en place. Avec ce système-là, effectivement, quand ça protège l'enfance, quand ça protège la question, par exemple, de la pédocriminalité, la question peut-être des violences, l'incitation à la violence, la question peut-être de l'association au meurtre, ça, effectivement, ça tombe sous le coup de la loi et c'est clairement réglementé, il n'y a pas de problème, pas besoin d'en rajouter. Mais là, c'est pas ce qui se passe. Ils sont en train de dire, on va, et on parle de censure, si vous me le rappelez, pour votre liberté, vous muselez. C'est ça ce qui se passe. Ils disent quoi? Les GAFAM, ces fameuses GAFAM sur lesquelles ils n'ont aucune prise en vérité, parce que si les GAFAM décident demain de dire à l'Europe, ça ne nous intéresse plus parce que vous n'êtes pas sérieux, vous nous limitez dans notre liberté, ils peuvent partir, c'est pas un problème. Si ces GAFAM, qui sont impossibles à être imposés, on peut pas leur imposer par exemple leur revenu puisqu'ils sont pas en France, disent demain on accepte de se plier à vos règles, c'est qu'ils acceptent de se plier à une censure organisée et de l'autocensure. Sauf que la loi ne dit pas ça. La loi elle dit si vous commettez une infraction, on vous punit. Là ils disent par anticipation, si vous émettez la possibilité de peut-être faire une infraction, en l'occurrence politique, hein, c'est la politique qui les intéresse, on peut vous punir. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il faille autant d'années pour parler de censure, de choses qui tombent sous le coup de la loi. On parle de pédocriminalité, ça devrait tomber sous le coup de la loi. Tous les sites qui partagent doivent être immédiatement censurés. Non, c'est pas ce qu'ils font. Ils disent on va mettre une amende de 6%, c'est un chiffre délirant, en plus 6% de chiffre d'affaires, c'est plus une amende. Mondial, oui, j'entends bien. Donc ça veut rien dire, c'est inapplicable. Juste parce que vous n'auriez pas appliqué ce chantage à la censure. Donc la question aujourd'hui qui se pose, c'est pas de savoir s'il protège la population. Thierry Breton, je l'ai entendu dans une interview qui était absolument délirante, explique que pour garantir les libertés, on vous restreint vos libertés. Ça n'a aucun sens. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la peur qu'ils ont, une peur réelle, une peur qui est palpable, de dire le monde bouge, il y a un risque de déstabilisation. On l'a vu les révolutions arabes. C'est bien les plateformes qui les ont littéralement lancé, et ça peut revenir chez nous, et c'est arrivé avec les gilets jaunes. C'est bien les plateformes, c'est bien les Facebook, les partages qui font ça. Donc ils commencent à se dire, bon, c'est dangereux, on n'a pas forcément la main, l'économie se passe pas bien, donc on va commencer à contrôler ces plateformes qui sont, et c'est bien de le rappeler, des plateformes privées.
Alors, est-ce que, Michel Fayad, on est dans Minority Report, est-ce qu'on va censurer les gens pour leur pensée, finalement? C'est vrai que c'est toute la problématique d'Orwell, hein, avec un langage spécifique et des gens qui réécrivent l'histoire à l'instant T pour donner une version officielle. Et comme on bouge sans arrêt l'histoire, mais il faut sans arrêt la réécrire. Là, c'est quand même... On est finalement au bout de la logique de ce métamonde, hein, qui réfléchit sur lui-même et qui va censurer a priori. Est-ce qu'il faut quand même un petit peu de régulation ou pas du tout? Et où mettons le curseur? Et qui pousse ce fameux curseur? La régulation, oui, bien sûr, je suis d'accord pour réguler sur tout ce qui est pédophilie et autres. Mais d'un point de vue politique, il faut bien avoir dans l'esprit que, je veux dire, c'est comme un aveu. Parce qu'on parlait des révolutions arabes, mais il y a également eu la révolution de Maïdan en Ukraine en 2014. Qui était saluée par tous les gens qui aujourd'hui veulent censurer en disant, grâce à cette démocratie numérique, exactement, en Tunisie, partout, dans tous les pays, parler de Maïdan, enfin l'aspiration à la démocratie, les peuples... Je parlais de Maïdan parce que, contrairement, disons, aux pays arabes, à Maïdan, vous aviez quand même un président qui avait été élu démocratiquement. Et donc, un président qui devait partir à la fin de son mandat ou être réélu. Donc c'était quelque chose de démocratique. Et ce que dit Thierry Breton, c'est que il faut protéger les démocraties et donc il faut censurer. Mais par contre, il fallait surtout pas censurer pour renverser un président légitimement élu. Donc c'est quand même un aveu extrêmement fort, je trouve. Et en fait, c'est l'arroseur qui a peur d'être arrosé à son tour maintenant. On va écouter Thierry Breton qui s'est quand même beaucoup exprimé sur le sujet depuis quelques mois. Pour la DSA, elle sera applicable le 25 août et nous l'appliquerons immédiatement. Nous laissons le temps aux entreprises de s'adapter, c'est pourquoi je suis ici aussi, pour les préparer à ça, pour la loi sur l'intelligence artificielle. Les grosses plateformes, que nous appelons plateformes systémiques, devront suivre ces règles et mon rôle, et mon équipe, une partie de mon équipe est également présente lors de ce voyage, et d'expliquer à ces entreprises comment se préparer. Bien sûr, nous n'avons pas attendu jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu de nombreuses discussions avec elles. Les discours de haine, la protection de nos enfants, les actes de terrorisme et bien d'autres choses que nous voyons sur les réseaux ne seront plus possibles. Je ne suis pas là pour faire des commentaires, mais pour les aider à comprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que je constate une forte volonté de se conformer. Ma mission consiste simplement à m'assurer qu'à partir du 25 août, ils respecteront la loi, faute de quoi ils ne pourront plus opérer en Europe. Et ils veulent tous continuer à opérer en Europe. Voilà, Alexis Poulain, il bombe le torse, il montre les muscles, Thierry Breton, il prend à témoin les différentes plateformes, hein, qui sont Elon Musk, Zuckerberg, enfin les milliardaires que l'on connaît tous. Alors, il dit plusieurs choses. Il dit effectivement ce qu'on a commencé à aborder, la question du terrorisme, de la pédocriminalité, ça, je pense qu'il y a un consensus. Après, où le bas blesse et où c'est compliqué, c'est quand on est dans la morale, dans l'appréciation, qu'est-ce qu'un discours de haine? Alors, il y a des discours de haine qui sont condamnés par la loi, antisémitisme, racisme, incitation à la haine raciale, tout ce qu'on veut, et l'arsenal est assez complet. Après, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Qu'est-ce qu'un discours de haine? Comment on le qualifie? On le qualifie par la loi, évidemment. C'est la loi de l'État qui doit qualifier ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, c'est une loi publique qui est ensuite assurée par une justice publique. Là, on va avoir des réglementations de plateformes qui peuvent changer du jour au lendemain, sans explication. Alors, dans le DSA, est justement le besoin d'explication lorsqu'un compte va être suspendu ou supprimé, mais encore reste à savoir si cette explication est sincère ou pas. Et c'est toute la question en réalité. Et ce qui est d'autant plus grave, c'est de voir que vous avez, par exemple, suite aux émeutes qu'on a vues dans les quartiers en France avant l'été,
Maintenant, clairement, on a vu la censure immédiate de ces réseaux sociaux, TikTok, Twitter, etc., Facebook, qui censuraient les images de violence, mais certaines images étaient des images qui montraient aussi la violence de la répression. Et là, on est dans la censure de l'information. Et pire encore, vous avez maintenant le président de la République, Emmanuel Macron, qui disait que les discours appelant à l'insurrection ou à la violence devraient être censurés également. Mais c'est comme ça qu'on a fait les printemps arabes par ces plateformes aussi qui appelait à l'insurrection d'une certaine façon. Donc on voit bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures, qu'il y a une fébrilité aussi par rapport à cette trop grande liberté finalement que permettaient les plateformes pour la parole publique, et qu'il faut que les États aujourd'hui reprennent la main sur cette parole publique, pas avec la loi, mais avec l'accord, la collaboration de partenaires privés, les plateformes elles-mêmes qui vont arranger les règles en fonction des règles de la communauté qui, je le rappelle, n'ont rien à faire avec l'état de droit. Là, on est dans tout à fait autre chose. Et c'est ce qui est en réalité masqué comme une faillite de l'État, comme étant une réponse proportionnée de l'Union européenne à des risques pour nos populations et pour sauver les démocraties. Mais on n'est pas à ça près. Enfin, on a vu l'État de droit a été piétiné lors de la censure de RT France et c'est pas la première fois. Donc il y a vraiment là un mouvement de fond extrêmement inquiétant pour les libertés publiques. François Coq, il y a justement Monsieur Todd, qui parlait des démocraties, surtout à l'Est, qui étaient des démocraties assez musclées, assez fermes. Il parle de démocratie autoritaire versus des oligarchies, notamment en Occident, qui pêchent finalement par où elles ont fait excès d'optimisme ou de libéralisme, ou d'ouverture en tout cas. C'est un non-sens. Parce que est-ce que toutes ces démocraties n'ont pas joué aux apprentis sorciers, et quand ça va pas dans leur sens, aujourd'hui, ils disent oulala, liberté d'expression, très bien, mais quand ce sont nous qui sommes mis en cause, alors là, on n'est plus d'accord. C'est intenable comme position, ça. On voit justement que c'est un aveu de faiblesse, ce qu'est en train de dire Monsieur Breton. En fait, ce qu'il voudrait nous dire, c'est le DSA permettrait de rendre illégal en ligne ce qui est illégal dans la vie réelle. Mais je suis désolé, ce qui est illégal dans la vie réelle aujourd'hui est déjà illégal en ligne. Et il suffit de faire ensuite et se donner les moyens d'appliquer la loi. Donc c'est un aveu de faiblesse, de l'incapacité à traduire cette illégalité dans le champ numérique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, je vous fais remarquer que c'est un aveu de faiblesse aussi, parce que je viens d'entendre les 2 extraits que vous venez de passer de Monsieur Breton. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit ? 25 août. Il martèle cette date. Il martèle cette date comme une date butoir. 25 août, 25 août, 25 août. Et si au 25 août les choses ne sont pas réglées, et elles ne le sont pas, qu'est-ce qui va se passer ? Ça me fait penser, vous savez, à la CEDEAO, qui avait dit, quand il y a eu la prise du pouvoir au Niger, qui a dit, il vous reste 3 jours, 3 jours. Et puis les 3 jours sont passés, hop, pistolet à bouchon, il ne s'est rien passé. Là, c'est un petit peu la même chose. Hop, le 25 août est passé, mais dans la réalité, qu'est-ce qui va changer ? D'ailleurs, je vous fais remarquer que Monsieur Breton a infléchi son discours. Il nous dit, ah oui, mais finalement, il y aura un audit tous les 6 mois avec ces entreprises, puis tous les 6 mois, mais aussi tous les ans. Bon, on voit bien qu'on est dans la dilution. Et puis le dernier point, c'est celui que vous évoquez. Quel est l'argument qui est mis en avant par M. Breton et ceux qui travaillent avec lui ? Ils nous disent, attention, ce n'est pas en France, bien sûr, qu'il faut craindre une censure, mais si un tel outil devait être mis dans les mains de certains pays de l'Est, et il les cite en plus, comme la Pologne ou la Hongrie, cela pourrait falsifier le jeu démocratique et électoral. Autrement dit, on voit bien que le danger est présenté toujours chez d'autres pour ne pas voir que la même chose pourrait très bien s'appliquer chez nous. Gamal Abina, c'est votre avis aussi ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un discours qui dit tout. On voulait contrôler les propos déviants ou les propos qui relèvent clairement du pénal ou du criminel, et on n'a pas les moyens humains et matériels, policiers, je veux dire, de le faire sur Internet. Il le sait, c'est pour ça que c'est bien un aveu de faiblesse. Donc il dit quoi ? On peut pas faire, on sait pas faire, on vous demande de le faire dans des délais ridicules. On peut pas dire 25 août, il faut quand même une équipe considérable de travailleurs pour créer ces mécanismes qui permettent de contrôler. C'est quasiment une refonte de ces réseaux sociaux. Et il le dit parce qu'effectivement, il produit réellement le sentiment qu'ils sont incapables de le faire par eux-mêmes. Donc déjà, privatiser le travail de police, c'est pas normal. Ensuite, deuxième chose, c'est vrai que la panique qui vient de leur point de vue, c'est quoi ? C'est qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont été des signes annonciateurs de peut-être des révoltes populaires massives. On a eu les Gilets jaunes, on s'en rappelle, mais ce qui s'est passé avec la mort du jeune Naël, c'est aussi une révolte massive qui n'était pas structurée, qui était spontanée et violente, c'est vrai, qui montrait à la fois que des jeunes pouvaient tout casser,
qui montrait aussi que ces mêmes jeunes pouvaient aussi casser des commerces de nourriture, donc il y avait un problème social cette fois-ci, un problème de pouvoir d'achat, et qui montrait que la police pouvait les frapper très violemment, au tel enseigne qu'il y a eu 3 morts. On les a oubliés, ceux-là. Et bien de ça, ils veulent le masquer. On met ça sous le tapis. Ça les a arrangés quand c'est les révolutions arabes et que ça foutait la pagaille dans tous les pays arabes. Ça les a arrangés quand c'était Maïdan, c'est bien de le rappeler, effectivement, que ça déstabilisait un peu à l'Est. Quand c'est en Afrique, ça pose pas de problème. Mais quand ça revient chez soi, finalement, c'est un peu le principe classique. On met le feu ailleurs, mais le vent tourne. Et bien là, ils se disent, on va se prémunir parce qu'il y a danger pour nous. Et ce mot qui est intéressant, en vérité, ce DSA, ce fameux Digital Services Act, ça rappelle quand même quelque chose que j'en avais pas à l'époque, hein, George Bush, le Patriot Act. On est en plein dedans. Alors lui, il avait autorisé qu'on puisse fouiller tout, partout, physiquement, jusqu'aux véhicules personnels. Il y avait la possibilité illimitée pour lutter contre le terrorisme de cela. Là, ils font appel à des principes, le terrorisme, les violences, la pédophilie, tout le reste pour mettre de côté le terrorisme. Et ça ressemble vraiment à du bushisme, en vérité. Ils ont dit, on va le faire cette fois-ci, mais sur un plan numérique. Donc on a un problème de liberté fondamentale qui commence à être littéralement violé, foulé au pas. Michel Fayad, est-ce que vous avez le sentiment, comme vient de le dire en filigrane d'ailleurs Gamal Abina, que les peuples, ou en tout cas les dirigeants, divorcent des peuples, alors qu'ils sont élus normalement démocratiquement et qui doivent servir l'intérêt général, le bien commun, assurer une pluralité d'opinions, des débats sainement admis, et puis on l'a tous dit, vous l'avez tous dit autour de ce plateau, il y a la loi, et elle est assez sévère sur tous les sujets évoqués. Est-ce que il ne vient pas, en faisant cet aveu de faiblesse, acter le fait qu'il y a un divorce de plus en plus patent entre une classe dirigeante non élue, parce que je rappelle que M. Breton, comme Mme von der Leyen, est non élu, c'est un haut fonctionnaire européen, et les citoyens. Oui, tout à fait. Et je pense aussi que les citoyens aujourd'hui sont en train de réfléchir à comment communiquer autrement que par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus, on parlait des jeunes, mais quand il y a eu les émeutes en banlieue en début juillet, il y a eu en fait, ils ont commencé à communiquer entre eux à travers les jeux vidéo. Il y avait tout ce qui était jeux en réseau, et donc les discussions ne se faisaient plus uniquement sur les réseaux sociaux, mais par réseau sur les jeux de vidéo. Donc comment il va contrôler? En fait, il va simplement pousser une grande partie de la population vers ces jeux vidéo et vers les communications de chat de ces jeux vidéo, et les écarter de ces plateformes. Or, ces plateformes, on peut les réguler, mais les jeux en réseau complètement privés, et c'est impossible de les réguler. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu une histoire comme quoi, au moment des attentats en 2016, on avait vu qu'il y avait eu des attentats terroristes qui avaient été fomentés dans les réseaux des jeux vidéo. Donc en fait, c'est quasi incontrôlable. Donc en censurant ou en régulant trop les réseaux sociaux, on risque de vraiment pousser tout le monde vers les chats des jeux vidéo, et ça, c'est vraiment un danger. Alexis Poulain, votre avis sur les jeux vidéo? Parce que ça a été cité par le président de la République, comme le contre-exemple en disant les jeux vidéo, c'est ça qui pousse les jeunes. La violence, oui, sur l'exemple de la violence, c'est pas neuf, mais non. Après, il y a eu effectivement des utilisations, notamment dans Snapchat, de géolocalisation pour les émeutes, pour savoir où aller. Il y a eu aussi un principe de, comme on dit, gamification, c'est-à-dire de principe de jeu, à savoir qui va faire le plus gros feu d'artifice en tirant un mortier, etc., en filmant. Donc ça, c'est effectivement des réalités. Après, c'est tout le problème de la censure. À partir du moment où vous avez une censure, les gens vont chercher à contourner la censure. Et il y a toujours un moyen de le faire, que ce soit par VPN, que ce soit effectivement en utilisant de nouvelles plateformes qui ne sont pas encore surveillées ou qui ne tombent pas sous le coup du DSA. Vous savez, c'est la prohibition. On n'a jamais autant bu que sous la prohibition aux États-Unis. À partir du moment où c'est interdit, il y a toujours un moyen de trouver, de détourner la censure et l'interdiction. Hélas, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire que quand on en arrive à la censure, c'est que vraiment il y a une faillite à la fois du débat démocratique qui n'est pas suffisant, et c'est le cas on l'a vu, gilets jaunes, émeutes, les grèves face aux retraites. Enfin, c'est un déni démocratique évident en France, quand on voit l'opinion publique qui est foulée systématiquement. 2005, le référendum sur l'Union européenne, c'est ce déni démocratique qui fait qu'on en arrive aujourd'hui dans les démocratie européenne à envisager la censure comme un mode de gouvernance comme un autre. Mais une démocratie qui censure, c'est pas une démocratie. Oui, et puis on peut dire aussi que c'est quand même une première de voir qu'on s'attaque
au thermomètre, aux médias au sens latin du terme, et non plus aux contenus eux-mêmes, et qu'on demande, attention, c'est les outils eux-mêmes qui posent problème, François Coq, rapidement. Ce que dit Alexis Poulain est important, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un problème démocratique, et c'est la réponse de l'impérium technocratique qui nous est donnée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en France, il va y avoir un débat sur le numérique et la régulation des outils numériques, qui va arriver au Parlement. Mais quand est-ce qu'il va arriver au Parlement? Pas le 25 août, il va arriver au Parlement à la rentrée, au mois de septembre et octobre. Autrement dit, a posteriori. Et encore, on nous a prévenu que ce débat viserait à traduire dans le droit français la directive européenne qui est actuellement mise en place. On voit donc que les cadres d'expression de la souveraineté populaire, fût-ce-t-il représentatif, finalement sont contournés, sont bafoués, et ils n'ont plus qu'à rentrer dans le sillon de ce qui est imposé depuis Bruxelles. Eh bien, en attendant ces préférendums numériques et digitaux, c'est la fin de cette première partie de Politmag. Restez avec nous. On va parler encore du DSA, on va parler de censure et de ce nouveau monde qui s'impose à nous et qui n'est pas forcément toujours très rose, avec des lendemains qui chantent. À tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler plateforme numérique, censure, mais pas simplement plateforme numérique, puisque au niveau de la Commission européenne, et je dis bien de la Commission européenne, la censure a déjà frappé plusieurs chaînes de télévision. Et ici, nous sommes bien placés pour le savoir. On écoute tout de suite Ursula von der Leyen. In another unprecedented step. Dans une autre mesure, sans précédent, nous allons interdire dans l'Union européenne la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et semer la division dans notre Union. Alors Alexis Poulain, où on ne peut pas démentir Ursula von der Leyen, c'est qu'on est bien dans une mesure sans précédent, oui. Alors que RT France, par exemple, respectait scrupuleusement toutes les obligations qui étaient faites par le biais d'une convention avec l'ARCOM, ancien CSA, et que là, d'un trait d'un seul, par une décision technocratique, dans le cadre du conflit en Ukraine, disparition de Sputnik, disparition de RT, donc la censure s'exprime partout, pas simplement sur le numérique. Oui, la censure, j'en parlais tout à l'heure, qui s'exprime en dehors du cadre de l'état de droit, qui est défendu par ces Européens convaincus qui nous parlent cœur de l'Europe, qui est la défense de l'état de droit et de la démocratie. Le choix d'avoir déjà de parler de mensonges quand on faisait de l'actualité, de parler de propagande médiatique. RT France était une chaîne de droit français avec des journalistes encartés avec la carte de presse française, qui était scrupuleusement surveillée par l'ARCOM justement pour ne pas faire de la propagande, pour informer autrement. Alors c'est vrai que on n'avait pas forcément les mêmes éditorialistes qu'ailleurs, on n'avait pas le même son de cloche. Emmanuel Macron lui-même, dès sa prise de pouvoir, avait fait de RT persona non grata sur les différents... Depuis les Gilets jaunes. Même avant. Parce que pendant la campagne de 2017, RT avait été une des rares chaînes à parler des Macron Leaks, échange d'emails de différents responsables de la République En Marche. Et ça avait été l'acte de déclaration de guerre pour Emmanuel Macron qui voulait absolument censurer la chaîne. Il a réussi de cette façon-là, avec l'aide de l'Union européenne et l'accord de tous les différents pays européens qui n'ont fait que signer, entériner cette censure de fait. Ce qui est grave, c'est que c'est un média qui se retrouve censuré et ce sera pas le dernier. Je pense que c'est un début d'une chaîne, parce qu'une fois qu'on va rentrer dans cette logique il y a une propagande, celle de l'Union européenne, et si vous n'êtes pas d'accord, alors vous faites de la fausse information, ce qui est faux. Vous pouvez ne pas être d'accord et parler de faits, et parler du prix du marché de l'électricité, parler bien sûr de tout ce qui ne fonctionne pas en Europe, des différents problèmes de corruption au Parlement européen, parlons de ça. Et bien là, vous allez être censuré de facto par le fait du prince, à savoir une mesure exceptionnelle, parce que nous sommes en guerre. C'est extrêmement inquiétant. Il y a eu très peu de défense, très peu d'associations de journalistes qui se sont élevées contre cette censure. Et malheureusement, je crois que c'est un précédent qui a fait date et qui va permettre d'ouvrir la porte à d'autres principes de censure d'entreprises de presse, de médias, ce qui est totalement hors du cadre de l'état de droit. François Coq, est-on encore en démocratie quand un organisme supranational
se permet de censurer des plateformes numériques, des médias, parce qu'ils ne sont pas conformes à leur propre doxa. Je pose la question, parce qu'au-delà de la liberté d'expression, est-ce que ce ne sont pas les fondements mêmes de la démocratie qui sont remis en cause? Le recours à la censure, a priori, je dis bien a priori, pas a posteriori, le recours à la censure, ce qui peut se comprendre a posteriori, a priori, et le renoncement des démocraties à la force de conviction. C'est comme ça qu'il faut interpréter ce que fait Madame von der Leyen, et ça rejoint finalement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que ces gens ne sont pas assis sur la souveraineté populaire, et comme ils ont un défaut de légitimité, eh bien ils essaient de passer finalement en force et de verrouiller autant que faire se peut le débat public. Mais on voit bien que ça se retourne contre eux. Les exemples sont légion. Maintenant, je pense actuellement à ce qui se passe dans de nombreux pays d'Afrique, au Niger, au Gabon, on l'a vu au Burkina Faso ou au Mali, où les médias d'État français, France 24, RFI, ont souvent été mis au banc par ceux qui prenaient le pouvoir. Et là, finalement, la France, quelle est ça, et l'Union européenne, quelles sont leurs forces de conviction aujourd'hui pour s'opposer à cela, alors qu'elles ont fait très exactement la même chose chez nous, alors que nous sommes dans un cadre, pour le coup, extrêmement régulé, extrêmement surveillé. C'est ce que rappelait Alexis Poulain par rapport à la manière dont fonctionnaient RT France et Sputnik. Comment pouvons-nous agir? Comment pouvons-nous dénoncer ce silence médiatique qui peut être imposé à certains médias dans ces pays, quand finalement nous avons été les précurseurs à le mettre en place en France et au sein de l'Union européenne? Alors avant de vous donner la parole, Gamal Abina, je voudrais qu'on écoute encore une fois Thierry Breton, parce que il a aussi fait un certain nombre de communications sur les Chinois, avec notamment, on s'en souvient, l'affaire Huawei. On l'écoute tout de suite, Thierry Breton. The Commission has just published a communication confirming. La Commission vient de publier une communication confirmant que les décisions prises par certains États membres de restreindre ou d'exclure complètement Huawei et ZTE de leur réseau 5G sont justifiées et conformes à la boîte à outils. Are justified and in line with the toolbox. We cannot afford. Nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir des dépendances critiques qui pourraient devenir une arme contre nos intérêts. Ce serait une vulnérabilité trop critique et un risque trop sérieux pour notre sécurité commune. To our common security. The security of 5G network is essential for all of us in Europe. La sécurité du réseau 5G est essentielle pour nous tous en Europe. Il existe des infrastructures critiques en elles-mêmes et pour d'autres secteurs qui en dépendent, comme l'énergie, les transports, la santé, la finance, etc. Gamal Abina, c'est prodigieux quand même. On est donc dans des réseaux de l'Internet, etc., qui sont l'ouverture absolue, l'échange d'informations, la mondialisation. L'Europe, par le biais notamment de ses commissaires, n'a eu de cesse de critiquer les États trop protectionnistes, qui fermaient leurs frontières, qui, au nom des droits de l'homme, dont on se targuait souvent, on ne pouvait pas non plus limiter la liberté d'expression. Nous sommes la démocratie, les démocraties qui devront éclairer le monde. Et là, alors les Russes ça va pas, les Arabes ça va pas, les Chinois sur la 5G ça va pas. Est-ce que c'est pas une contradiction stratégique majeure? Est-ce que finalement tout ça n'est pas, comme le disait un peu François Coq, on montre un peu les muscles, mais concrètement c'est impossible à arrêter? Est-ce que tout ça n'est pas de l'apparence? L'apparence, c'est pire que ça. C'est que quand c'est les États-Unis, on fait semblant de batailler, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire que les GAFAM resteront le maître du jeu du début à la fin, parce qu'ils n'ont pas les moyens de concurrencer. Ça a été dit, au niveau numérique, l'Europe n'existe pas. Par contre, quand on parle de marché mondial, tant que l'Occident dominait, donc c'était eux qui étaient les fabricants, qui étaient les producteurs de richesse, donc les vendeurs, ça se passait très bien. On pouvait faire du commerce international, on respectait la loi. Quand les concurrents arrivent, on parle des Chinois, on parle de tout un tas de pays du Sud, là, il commence à y avoir des frictions parce qu'il y a des concurrents. Et que le concurrent est peut-être moins cher, plus intéressant. Et donc là, ils commencent à se dire, finalement, le marché libre ouvert, c'est moins intéressant pour nous. C'est pas top. Je prends un exemple très concret.
Ils ont fait un accord d'association avec l'Algérie, par exemple. C'était une arnaque de première où l'Algérie passait son temps à acheter du matériel européen, mais ne revendait que du pétrole. Donc il y avait une dégradation des termes de l'échange. On achète des produits pas chers, des chers, et puis on vend des produits pas chers de base. Et ce qui se passe, là, c'était dit tout à l'heure par rapport à ces questions de censure, et moi je tiens quand même à masquer en faux. On a bien compris que leur obsession, c'est l'économie. C'est-à-dire que s'ils ne dominent plus économiquement, ils sont inquiets et ils commencent à réglementer contre la loi qui existait déjà. Donc c'est intéressant. Mais surtout, on se rend bien compte que dans leur obsession, ils disent par exemple, que pour la première fois, on a censuré une chaîne. C'est pas vrai. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Ça avait déjà existé, pas dans les mêmes conditions. L'Europe n'est pas en guerre contre la Russie. Ils disent nous sommes en guerre. Non, il n'y a pas de guerre contre la Russie. C'est pas l'Europe qui est en guerre. Elle alimente une guerre, c'est différent. Et ils censurent. Mais c'est déjà arrivé avec El Manar, la chaîne par exemple libanaise. C'est arrivé avec Al Jazeera. Ils ne veulent pas d'un Al Jazeera en français. Absolument. C'est arrivé avec TRT qu'ils ont refusé en français. Al Jazeera qui a demandé plusieurs fois de pouvoir émettre. Donc c'est de la censure par anticipation. Là, on commence à se poser la question de savoir ce que vaut l'état de droit à partir du moment où on n'a pas enfreint de règles de droit, Minority Report, mais qu'on considère qu'ils vont peut-être le faire. Donc maintenant, ce qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il a fait référence à une chose importante et essentielle à laquelle j'adhère complètement. Moi, j'ai fait 10 ans de marché financier. À l'époque, j'étais boursicoteur, donc j'investissais sur les marchés nationaux et internationaux. Et dès qu'on avait une information qui sortait, par exemple à l'époque, la star, aujourd'hui, tout le monde le connaît, Bolloré, était un inconnu du grand public. Mais nous, on les connaissait dans les marchés parce que dès qu'ils achetaient, dès qu'ils avaient une OPA hostile sur un produit, enfin sur une société, elle prenait 20%. Donc les petits boursiers-coteurs, ils se plaçaient avec lui et bénéficiaient d'une augmentation de 20%, donc une belle plus-value. Eh bien, à l'époque, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, donc des informations fausses, des informations intoxicantes qui faisaient de la désinformation, qui déstabilisaient le marché et qui pouvaient créer des choses très graves en matière de cotation d'une valeur, qui pouvaient s'effondrer avec une fausse information. Donc que là, on protège le marché financier, je le comprends. Par contre, le marché réel, le marché du commerce, comme Huawei par exemple, qui a été censuré, qui a été ostracisé, qui a été littéralement mis en bande des nations parce qu'on lui accorde pas, soi-disant pour des raisons de sécurité, la 5G, là on a un problème. La question, c'est pas de savoir s'il y a une question de sécurité, c'est une question de sécurité économique pour les producteurs de richesse que sont l'Occident, les États-Unis, puisque l'Europe ne fabrique pas de smartphones. Et donc, à partir de là, ils font quoi? Ils mettent une barrière physique, ils mettent une barrière législative contre les concurrents qui sont en train d'émerger. Et là, on parle bien de liberté qui est clairement confisquée. Michel Fayad, est-ce que tous ces pays qui composent aujourd'hui les BRICS n'ont pas tiré les leçons de ce qu'a fait l'Occident pendant, disons, les 4 dernières décennies et ne sont pas en train de cumuler, de faire une espèce d'hybridation entre des régimes autoritaires, forts, non démocratiques, comme par exemple la Chine avec un régime communiste, mais prenant quand même le meilleur de la loi du marché, étant très agressifs, à la fois fabriquant leurs produits, mais les exportant dans le monde entier, puisque la Chine est devenue l'usine du monde, l'Inde aussi, qui est dans les BRICS, un des pays fondateurs des BRICS. Est-ce qu'ils ont pas, c'est pas un peu la revanche de ces pays dits émergents, qui ont bien émergé depuis longtemps, et qui prennent les Européens et les Américains à leur propre jeu? Tout à fait. Moi, je pense que les BRICS ont complètement dépassé les autres pays, enfin les pays occidentaux, parce que effectivement, ils prennent le meilleur de l'Occident et ils voient également que, comme vous le disiez, la Chine qui peut s'ouvrir d'un point de vue économique tout en continuant une certaine censure par ailleurs. L'Inde qui est d'une part une démocratie, ça elle l'a quand même pris de l'Occident, mais qui d'autre part, quand elle le veut, prend, comme vous dites, certaines choses de l'Occident et ferme d'autres. C'est quand même intéressant en fait de voir que même si vous voulez les pays du G7 se ressemblent à peu près tous en termes de politique et économique, tandis que les BRICS, il y a une variété énorme, surtout avec l'expansion. Je veux dire, il y a des théologies, il y a des dictatures, il y a des pays avec un pouvoir autoritaire et il y a une démocratie comme l'Inde. Donc cette variété montre que en choisissant les choses qu'ils veulent, comme vous le disiez, ils peuvent avancer mieux que l'Occident, surtout avec cette idée de leader à leur tête, parce que même si l'Inde est une démocratie, Modi est là pour longtemps. Il apparaît comme un leader pour son pays. Donc ce côté leadership, je crois, joue pas mal dans une vision économique qu'ont ces pays. Je voudrais ajouter un truc par rapport au BRICS, c'est le coup extraordinaire qu'ils ont fait, ils ont fait une mainmise extraordinaire sur les gaz et le pétrole. Maintenant, les BRICS, non seulement c'est la fabrication de richesses, mais c'est aussi l'alimentation et l'énergie. Et là, l'Occident est inquiète parce que l'Arabie, qui se rapproche de l'Iran, qui sont les principales réserves mondiales de pétrole et les principales productrices de richesses, qui sont dans les BRICS, ça vous donne vraiment le changement de paradigme. Il y a la production, il y a l'alimentation aujourd'hui.
François Coq, pour revenir sur le débat de la liberté d'expression, de la censure, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux Européens pour justement, au lieu de censurer et de fermer tous les robinets, être créatifs, faire des plateformes, créer leur propre système. Là, on a l'impression qu'ils se mettent à la fenêtre un peu cachés et qu'ils disent ça c'est pas bien, sans pouvoir véritablement en plus, au-delà des postures, influer sur le cours des événements. On a la sensation qu'il y a eu un retard à l'allumage, qu'il y a un retard à l'allumage. On était en pointe pourtant. Industriel, technologique, où il y a eu l'incapacité à produire et à sortir les outils du numérique, parce que tout simplement les États ont voulu passer par cette espèce d'entonnoir de l'Union européenne, qui finalement est une structure qui racornit le potentiel intellectuel et d'innovation. Et donc on n'a pas sorti les outils quand il le fallait. Aujourd'hui, on est à la remorque des uns et des autres, donc on ne peut pas prendre le pouvoir et réguler des outils que nous maîtriserions. On cherche à réguler des outils qui nous sont aujourd'hui extérieurs. Et finalement, on est en train de se refermer sur nous-mêmes. C'est ça aujourd'hui tout le problème de l'Union européenne. C'est un déclassement de l'Union européenne parce qu'elle se referme sur elle-même par rapport aux autres acteurs du marché, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue économique et que ce soit d'un point de vue financier. Alors pour poursuivre le débat, on va écouter Matt Schurer, qui est le président de l'association de l'industrie de l'informatique et des communications aux États-Unis. Vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il raconte sur justement le moyen de réguler tout cela. Et on est quand même à des années-lumière de l'Europe. So, in the 90s, Dans les années 1990, le Congrès s'est rendu compte que les utilisateurs de services numériques allaient produire une quantité extraordinaire de contenu. Et le Congrès voulait que ces services prennent des mesures pour protéger leurs utilisateurs sans risque que chaque décision qu'ils prennent puisse les exposer à de lourdes conséquences judiciaires. D'où la section 230 de la loi Communications Decency Act. Nous voulons que les entreprises fassent de la modération de contenu, prennent des mesures contre les contenus qui violent leurs règles d'utilisation et qui font que les utilisateurs sont moins en sécurité. Mais il arrive que la décision qu'elles prennent ne soit pas la bonne. Et si les tribunaux punissent les entreprises qui ne parviennent pas à trouver une aiguille dans une botte de foin, le message que cela envoie est pas la peine de chercher. Et cela transforme Internet en une fosse septique de contenu dangereux. Ce que nous avons appris avec le temps, c'est que les services responsables peuvent protéger leurs utilisateurs en prenant des mesures contre les contenus dangereux. Et il faut leur donner de la flexibilité aux yeux de la loi pour pouvoir le faire. Si nous durcissons les règles et les décourageons de se retrousser les manches et de regarder ce qui se passe dans le moteur, alors les utilisateurs sont moins en sécurité. Si nous durcissons les règles, il y a deux conséquences possibles. L'une est que les services modifient, filtrent, expurgent leur contenu de façon excessive pour éviter tout risque de poursuite. Et l'autre est qu'ils jettent l'éponge et abandonnent toute responsabilité. Alors Alexis Poulain, c'est un peu long, mais j'ai voulu qu'on passe cet extrait parce qu'il me semble bien résumer les enjeux. Il ne dit pas, ce monsieur, qu'il faut ne rien faire. Il faut que les plateformes puissent réguler, mais il parle aussi de flexibilité. Et il dit, si on va trop loin, soit elles vont s'en laver les mains, soit ça sera la censure absolue, on va tout exfiltrer, puis finalement on n'aura plus que des chiens, des petits chiots et des chats à partager sur les réseaux. Cette flexibilité, est-ce que c'est ce qui manque dans le discours de l'Union européenne et de Thierry Breton ? Oui, alors c'est ce qui manque dans le DSA, même si le DSA prend pas tout. Hein. Encore une fois, c'est sur certains aspects où vraiment il y a des points clés. Mais c'est la pratique qui va faire ça. En réalité, très vite, Thierry Breton et les différents technocrates européens vont se rendre compte de l'impossibilité d'un DSA de censure et de contrôle. L'amende des 6%, bien sûr, sur le chiffre d'affaires mondial est totalement illusoire. Et puis face à la multiplication des contenus. Alors, ça veut dire aussi c'est l'aléatoire et l'arbitraire.
Mais c'est l'aléatoire et l'arbitraire, mais c'est surtout les moyens. Aujourd'hui, ces plateformes n'ont pas les moyens même de faire ce travail déjà de censure de contenu illicite. Vous avez des fermes de modération de Facebook où vous avez les robots certes qui travaillent, mais aussi des humains qui sont confrontés toute la journée à des contenus absolument hideux pour essayer de les retirer de la plateforme. Et c'est très peu de personnes. Et il y avait un reportage d'ailleurs d'une journaliste allemande qui était ça a été réduit d'ailleurs. Qui était allée travailler dans une de ces fermes de modération et généralement le turnover est terrible parce que c'est des chocs traumatiques en réalité. Et donc aujourd'hui, ces plateformes ne sont pas équipées ou très peu. Elles ont essayé au fil des années d'affiner un peu ce contrôle-là. Mais vous avez aussi, c'est pas ce que dit ce monsieur, mais c'est ce qui sous-tend aussi sa pensée philosophique, une différence majeure entre la France, l'Europe et les États-Unis, c'est le rapport à la liberté d'expression. Là-bas, aux États-Unis, la liberté d'expression est beaucoup plus large, entendu beaucoup plus large, qu'en Europe, où elle est beaucoup plus encadrée déjà. Et on n'a pas l'impression pour autant de vivre dans des non-démocraties. Le problème, c'est que quand vous partez avec un principe de liberté d'expression quasi totale, là, vous savez que vous allez devoir être flexible et arranger pour que la parole soit suffisamment libre et non censurée. Quand en Europe, vous partez avec un principe de parole publique déjà extrêmement contrôlé, alors ça risque effectivement de finir en vidéo de petits chats et de chiens qui jouent à la balle de tennis. François Coq, vous êtes encore très jeune, mais vous avez assez de maturité pour avoir connu le monde d'avant, c'est-à-dire sans Internet, sans téléphone portable, avec des balbutiements de jeux vidéo. Alors je pose la question, aujourd'hui, progrès, recul, parce qu'on nous a vendu, rappelez-vous, au début des années 90, tout ça, les autoroutes de l'information, le village global, la mondialisation, les peuples pourront converser entre eux d'un bout à l'autre de la planète, et enfin, la démocratie va irradier de ses bienfaits l'ensemble de la planète. Est-ce que ces promesses ont été tenues selon vous ? Écoutez, au niveau tant des individus que des institutions, on voit bien que le recours aux technologies a besoin de se faire de manière raisonnée. Vous savez, il y a des gens, on leur met un téléphone portable dans les mains et puis finalement, ils utilisent les applications les unes après les autres, ils deviennent dépendants et leur seul contact, c'est celui avec la machine. Ils n'ont pas le recul par rapport à l'outil. On a l'impression que c'est la même chose pour les institutions. On a l'impression qu'elles n'ont pas le recul par rapport à l'outil qui est mis en place. Sauf que c'est très inquiétant parce qu'on arrive dans une période qui va être une période d'accélération et de chocs technologiques qui sont devant nous. Et quand on voit comment on n'arrive pas à gérer le choc technologique qui a eu lieu maintenant depuis 2 décennies, on va dire, on se demande bien comment on va pouvoir gérer demain la question de l'intelligence artificielle et tout ce qui va s'en suivre. Vous faisiez l'amabilité de parler de mon âge, mais personne ne vous aura cru. Mais par contre, j'ai l'âge. Par contre, si vous le permettez, juste pour une incise, pour m'apercevoir que j'entendais M. Breton parler. Vous avez passé plusieurs extraits de M. Breton. Alors, quand il était à San Francisco au sommet sur la technologie, il s'est exprimé en anglais. J'ai pas de problème avec ça. Quand il s'est exprimé sous le drapeau de la Commission européenne, il s'exprime en anglais. Quand il fait une vidéo personnelle, il s'exprime en anglais. Dans un mauvais anglais en plus. Je vous rappelle que faut sans être trop méchant. Je vous rappelle qu'il y a un pays qui a quitté l'Union européenne. Donc maintenant, on ne parle plus que la langue d'un pays qui n'est plus au sein de l'Union européenne. Pour un commissaire français, je trouve ça un petit peu dommageable. Allez, tout de suite, on enchaîne avec Politimag, j'ose pas dire l'actu, du coup, l'actualité. Et si c'était bien l'Ukraine ? Depuis bientôt 1 an, l'Allemagne cherche à savoir quel est le commanditaire des attentats à l'explosif commis contre le gazoduc Nord Stream le 26 septembre 2022. Le procureur général fédéral mène des investigations pour provocation d'une explosion et sabotage anticonstitutionnel. Une enquête menée contre X qui avance et c'est désormais l'Ukraine qui fait figure de suspect numéro 1. Alors Alexis Poulain, cette enquête allemande, elle avance, le procureur s'est saisi. Il y a beaucoup de presse allemande qui ont de journaux qui ont parlé de cette, je ne vais pas tous les citer, de cette affaire. On avait accusé un certain nombre de pays, échafaudé dans les médias français les hypothèses les plus folles, et on se rapproche
jour après jour, de l'hypothèse ukrainienne. Oui, alors hypothèse ukrainienne qui était là dès le début. Là, c'est un bateau donc de plaisance qui aura été loué à une agence polonaise de location de bateaux dont la patronne était ukrainienne, agence qui a disparu depuis. Il est question d'hommes membres des services spéciaux ukrainiens avec un des généraux qui a chapeauté l'opération et qui n'aurait pas mis Zelensky dans la boucle pour pas le mettre en porte-à-faux avec les partenaires. C'est dommage. Cette opération, avec la théorie du bateau, elle ne peut pas être faite non plus sans le support d'alliés de l'OTAN, que ce soit les États-Unis ou la Grande-Bretagne. C'est Seymour Hersh qui avait parlé de l'hypothèse américaine d'abord. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, Nord Stream. Tout le monde sait qu'il y a eu sabotage. Tout le monde commence à savoir où c'est déjà, mais ne peut pas le dire publiquement, d'où vient ce sabotage, et personne ne veut mettre le doigt dessus. Si il s'avère effectivement que ce sont les autorités ukrainiennes, avec l'aide de l'allié américain ou britannique, qui ont fait ce sabotage-là, les Allemands, eux, sont clairement en porte-à-faux, ne peuvent pas continuer. Mais vous aviez aussi des entreprises françaises qui étaient partenaires de Nord Stream. Donc c'est là un sabotage qui touche tous les partenaires européens et qui met vraiment le récit public en danger, d'où ces circonvolutions autour du sabotage de Nord Stream et ce silence gênant en réalité pour quelque chose qui paraît aujourd'hui évident. Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Alors, méchant, mais Gamal, en une minute. Très rapidement. Apporter la contradiction, on ne va pas vous censurer. On sait que c'est un groupe de Guadeloupéens qui ont loué un petit bateau de rock, voilà. Ils sont allés jusque là-bas pour aller descendre sur 60 mètres de profondeur sans aucun repère et qui ont réussi. C'est pas sérieux. L'Ukraine n'a pas pu le faire parce qu'ils n'en ont pas les moyens techniques. C'est évident que les États-Unis n'en voulaient pas et qu'ils se seraient largement satisfaits d'un sabotage. Donc ça vient forcément d'équipes très organisées, très structurées, parce que pour trouver ce type de gazoduc dans cette région-là, c'est quand même pas facile. Donc j'y crois pas du tout à l'hypothèse ukrainienne. Je veux bien que ce soit des héros sur le terrain, mais là il y a quand même des limites à la blague. Non, mais peut-être l'hypothèse ukrainienne, simplement en partenariat, oui. Pilotée par les États-Unis, même si M. Zelensky n'a pas son permis bateau. Donc c'est fini pour les Guadeloupéens, on en parle. Voilà, Oui, mais en tout cas, je rappelle quand même que le message qui était passé au début, c'était que, en France en tout cas, tous les médias dominants sont tombés dans les 24-48 premières heures pour dire ce sont les Russes. Alors, bien sûr, personne comprenait l'intérêt que les Russes auraient eu à faire exploser Nord Stream, mais ils sont partis là-dessus. Ils sont restés pour certains plusieurs semaines ou plusieurs mois là-dessus. Je pense notamment à un reportage d'Arte 2 mois après les faits qui continuait à évoquer cette piste. Et je dois dire que cette façon de traiter l'information de manière aussi partiale est extrêmement dangereuse. Parce que si vous vous souvenez bien, après Nord Stream, il y a eu l'histoire du missile qui s'est écrasé en Pologne. Et s'il n'y avait pas eu, il faut le dire cette fois, le sang-froid des Américains, les médias français et un certain nombre de médias occidentaux auraient voulu nous pousser dans la guerre en jetant les pays les uns contre les autres. Eh bien, c'est la fin de Politmag. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller, non pas sur le Darknet, et peut-être avant la censure, de retrouver les déclarations de Joe Biden sur Nord Stream. Il avait clairement dit, à plusieurs reprises d'ailleurs, que c'était la cible principale et qu'il faudrait sans doute en finir assez vite avec Nord Stream, parce que les Américains voient d'un mauvais œil cette alliance entre, de fait, l'Allemagne et la Russie. Merci à tous pour votre participation, merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans Politmag. À très vite et portez-vous bien.